Préparez-vous à assister à l'ascension d'un homme qui, face à la plus ignoble injustice, a exhumé les racines de son héritage pour démanteler un système oppressif. Voici comment la dignité inébranlable d'un homme a causé la chute de ceux qui ont osé le défier, et comment les terres qu'ils ont tenté de voler sont devenues le théâtre de leur propre chute dévastatrice. Le soleil se leva sur le comté de Pine Bluff, au Texas, teintant le ciel d'un orange vif et d'un violet profond qui se répandaient comme des coups de pinceau divins sur l'immensité de la campagne. L'air vif de ce matin de septembre transportait le parfum inimitable de la rosée matinale se mêlant à la terre humide et fertile, une fragrance qui murmurait les histoires des générations passées. Cary Roark, un homme noir d'une cinquantaine d'années à la carrure imposante, aux larges épaules forgées par des décennies de dur labeur et aux yeux marrons foncés reflétant la sagesse accumulée au fil des générations de persévérance, se tenait sur sa véranda en bois usé, sirotant avec dévotion son premier café noir de la journée. Ses 600 hectares s'étendaient majestueusement à perte de vue, des herbes vert émeraude ondulant doucement dans la brise matinale, des chênes centenaires au tronc aussi large que des étreintes ancestrales, et le fleuve Little Colorado serpentant au loin tel un ruban argenté à travers le paysage. Cette terre n'était pas seulement une propriété enregistrée, c'était l'épine dorsale de sa famille, l'héritage sacré de son grand-père Zéphyr et de son père Osiris, des hommes qui l'ont cultivé à la sueur de leur front, au prix de larmes et d'un sacrifice indéfectible à une époque où être un agriculteur noir prospère au Texas était un acte de pure résistance contre un système conçu pour les détruire. Chaque acre racontait une histoire différente. Il y avait le champ où son grand-père avait cultivé du coton pendant la Grande Dépression, vendant chaque livre pour maintenir la famille à flot lorsque les banques refusaient de prêter de l'argent aux agriculteurs noirs. Au-delà se trouvait le pâturage où son père avait élevé son premier troupeau de bovins Angus, défiant les voisins blancs qui juraient que les Noirs ne pouvaient pas élever du bétail de qualité. Et au-delà, les bois où il avait lui-même joué quand il était enfant, rêvant d'étendre davantage l'empire familial que ses ancêtres avaient construit brique par brique, acre par acre. Une Mercedes-Benz noire rutilante, dépareillée dans ce paysage rural modeste, s'arrêta brusquement à l'entrée de la propriété, soulevant un nuage de poussière rouge qui contrastait fortement avec sa peinture immaculée. Un homme en cravate bleu marine, impeccablement vêtu d'un luxueux costume en laine italienne et de chaussures Oxford en cuir brillant, plus cher que le salaire mensuel de nombreux ouvriers locaux, sortit du véhicule d'un geste précis et calculé. Il s'approcha du porche, une serviette en cuir noir à la main droite, sans la moindre courtoisie ni la moindre reconnaissance de la dignité humaine de l'homme qu'il allait affronter. « Roark », dit-il d'une voix délibérément froide et mécanique, chaque mot prononcé avec la précision de quelqu'un habitué à annoncer de mauvaises nouvelles et à profiter secrètement du pouvoir qu'elles confèrent, vous avez été officiellement informé par ordre légal de l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate. Il lui tendit une épaisse enveloppe à en-tête officielle, que Cary accepta avec un sourcil levé, une expression mêlant une curiosité sincère à l'intuition que quelque chose de très grave allait être révélé. L'homme se retourna brusquement et retourna à la voiture sans un mot, comme si Cary ne méritait même pas les plus élémentaires politesses. Cary ouvrit l'enveloppe avec des doigts légèrement tremblants, non pas de peur, mais d'une colère grandissante qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Son regard parcourut les mots imprimés dans une police juridique froide et impersonnelle, chaque ligne plus choquante que la précédente. Ses épaules se tendirent progressivement, et sa mâchoire se crispa avec une force croissante, tandis qu'il absorbait le contenu dévastateur du document. Il s'agissait d'un avis officiel de l'Association des propriétaires de Pine Bluff Estate, rédigé dans un jargon juridique intimidant et estampillé de sceaux officiels destinés à la fois à impressionner et à terrifier. Le document déclarait, avec une arrogance bureaucratique époustouflante, que ces 600 hectares avaient été légalement cédés à un promoteur immobilier,
Pinnacle Développement Corporation, pour des dettes présumées envers la copropriété totalisant 47 000 $, des dettes que Carrie n'a jamais accepté de payer, des dettes qu'il n'avait pas contractées, des dettes liées à une association dont il n'a jamais été membre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la cerise douce amère sur cette montagne d'injustice. La copropriété a officiellement déclaré le terrain abandonné et mal entretenu pendant plus de 3 années consécutives. Abandonné, murmura Carrie, son incrédulité se transformant rapidement en indignation. J'ai tondu le champ sud la semaine dernière. J'ai réparé la clôture ouest le mois dernier. Comment peuvent-ils dire que mon terrain est abandonné? Son voisin le plus proche, Donovan Pike, un robuste fermier blanc d'une 50aine d'années, au visage hâlé et d'une gentillesse authentique qui transcendait les barrières raciales, une rareté prisée dans cette région, arriva à ce moment-là, demandant à emprunter un tournevis pour réparer sa clôture cassée. Il trouva Carrie arpentant nerveusement le porche comme un animal en cage, le papier officiel froissé dans sa main droite tel un serpent venimeux. « Quoi de neuf, mon pote? On dirait que tu as vu un fantôme, ou pire. » Carrie expliqua d'une voix tendue qu'ils prétendaient avoir abandonné leurs terres ancestrales et remis la vie à Donovan pour examen. Le fermier blanc lut le document en plissant de plus en plus les yeux, son expression passant de la curiosité à l'incrédulité la plus totale, puis à une véritable indignation. C'est complètement absurde. Une farce flagrante. Vous n'êtes même pas membre de l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate, n'est-ce pas? Votre terrain leur est totalement indépendant. Exactement. Je n'ai jamais rien signé concernant cette association, ni mon père avant moi, ni mon grand-père. Nous possédons tous les documents originaux prouvant notre indépendance de propriétaire depuis 1928. Ce terrain n'a jamais eu aucun lien avec Pine Bluff Estate. Donovan secoua lentement la tête, son expression s'assombrissant en réalisant les implications. Waouh! Priscilla Cavanaugh est bel et bien derrière tout ça. Elle parle obsessionnellement de développer ce terrain lors des assemblées municipales depuis des mois. Elle considère sa propriété comme un obstacle à son projet d'expansion. Carrie connaissait bien ce nom et cette réputation. Priscilla Cavanaugh, une femme blanche élégante et calculatrice d'une 50aine d'années, aux cheveux blonds platine impeccablement manucurés et à l'air aristocratique et supérieur qu'elle cultivait comme un jardin précieux, était la toute-puissante présidente de l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate. Elle jouissait d'une réputation redoutable dans toute la région, raffinée en apparence, mais impitoyable en profondeur, toujours maître de la situation et connue pour sa capacité à manipuler les systèmes juridiques à sa guise. Elle ne prenait jamais de décisions importantes sans un plan minutieusement élaboré. Si elle était impliquée dans cette affaire, ce n'était certainement pas un accident ou une erreur bureaucratique. Les 600 hectares de la famille Roark n'étaient pas seulement des terres, des pâturages et des propriétés. Ils étaient l'héritage vivant de son père, Osiris, et de son grand-père, Zéphyr, avant lui des hommes qui avaient sué, saigné et failli mourir pour bâtir un édifice durable dans une société conçue pour anéantir leurs ambitions. Chaque clôture soigneusement construite, chaque champ méticuleusement cultivé, chaque chêne majestueux offrant une ombre généreuse pendant les étés torrides du Texas avait une histoire profonde gravée dans son écorce et ses racines. Son père, Osiris Roark, avait littéralement bâti toute sa vie sur cette terre sacrée, transportant de lourds seaux d'eau pendant des mois de sécheresse dévastatrice, réparant des granges détruites après que de furieuses tempêtes eurent balayé les plaines comme des démons, élevant du bétail précieux avec l'infinie patience qui naît d'une confiance absolue dans les caprices imprévisibles du temps et de la nature pour survivre et prospérer.
Carrie entendait encore la voix profonde et sage de son père lors de leurs derniers jours ensemble avant sa mort, lorsqu'il lui avait remis l'acte de propriété original d'une main tremblante mais déterminée. « Mon fils, cette terre est le fondement inébranlable de notre famille. Traitez-la comme un être vivant, aimez-la comme votre propre âme, et elle prendra soin de vous et de vos enfants comme elle a pris soin de nous pendant toutes ces décennies. » Maintenant, les bureaucraties corrompues d'une association de propriétaires d'élite ont cherché à effacer tout cela avec quelques faux timbres et signatures. Cet après-midi-là, Carrie passa 3 heures pénibles au téléphone avec le bureau du greffier du comté, naviguant dans des systèmes automatisés déroutants et passant d'un service à l'autre comme une balle de ping-pong. Il attendit interminablement 47 minutes au téléphone, tapant du pied avec impatience sur le sol de la cuisine, tandis qu'une musique d'attente irritante résonnait en boucle dans ses oreilles. Finalement, une employée nommée Angela Hargrove, une latina de 30 ans à la voix professionnellement lasse mais sincèrement attentionnée et serviable, répondit à son appel. « Bonjour, greffe du comté de Pine Bluff. Je m'appelle Angela. Comment puis-je vous aider? Bonjour, madame. Je m'appelle Carrie Roark et je vous appelle au sujet d'une notification totalement absurde que j'ai reçue de l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate. Ils prétendent avoir vendu légalement mes 600 hectares de terrain à un promoteur immobilier. Je dois vérifier s'il existe une trace officielle de cette prétendue transaction. » Angela tapait rapidement sur son ordinateur. Le bruit des touches résonnait sur la ligne téléphonique. Après quelques minutes d'un silence tendu, elle répondit prudemment. « Monsieur Roark, je confirme qu'une vente a été enregistrée la semaine dernière, en date du 15 septembre, avec l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate comme vendeur légal et Pinacle Développement Corporation comme acheteur légal. » Le sang de Carrie se glaça. « Attendez une minute. Où est-il indiqué exactement, dans les registres officiels du comté, que je suis légalement propriétaire de mon terrain et que j'ai l'autorisation de le vendre à cette association ?» Angela hésita visiblement, sa voix devenant plus prudente. « Eh bien, monsieur, à y regarder de plus près, il n'existe aucune trace de propriété de votre terrain par l'association. C'est assez inhabituel et potentiellement problématique. » À cet instant précis, Carrie sut avec une certitude absolue que quelque chose clochait. Il s'agissait d'une opération délibérée, soigneusement planifiée et malicieusement exécutée. Quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour faire passer cette fraude pour parfaitement légitime et officielle, comptant cyniquement sur le fait qu'il serait trop lent à enquêter, trop occupé par ses activités agricoles pour engager des avocats coûteux, ou trop intimidé par le système judiciaire pour se défendre efficacement. Cette nuit sombre, Carrie parvint à peine à manger son dîner maison. Assis seul à la solide table de cuisine en bois que son père avait construite de ses propres mains, il étala méthodiquement l'avis frauduleux et son acte original côte à côte dans la lumière jaunâtre de la lampe suspendue. Il connaissait parfaitement chaque centimètre carré de cette propriété sacrée, du lit rocheux du ruisseau sinueux dans le champ nord à la vieille souche de chêne majestueuse près de la clôture sud, qui avait servi de pierre tombale familiale pendant 3 générations. L'idée répugnante que de parfaits inconnus puissent se l'approprier légalement, sans jamais avoir mis les pieds sur sa terre sacrée, sans en connaître l'histoire, sans en comprendre la signification, était plus qu'un simple vol d'argent. C'était une profonde insulte à la mémoire de ses ancêtres et une violation spirituelle de tout ce pour quoi sa famille s'était battue et était morte. Le vieux téléphone de la cuisine sonna d'une voix stridente, rompant le silence pesant de la nuit. C'était son jeune cousin, Air Bingham, un brillant et astucieux avocat noir de 30 ans qui vivait à Dallas, à 2 comtés de là, mais entretenait des liens étroits avec la communauté rurale. « Carrie, mon cousin.
Tu sais ce qui se passe? La rumeur se répand dans la communauté juridique noire. Vas-tu combattre ces salauds ou vas-tu les laisser piétiner notre famille? Bien sûr que je me battrai. Haïr. Mais je dois savoir exactement jusqu'où va cette conspiration, et qui d'autre est impliqué avant d'agir. Je ne peux pas partir en guerre sans connaître tous les ennemis. Il y eut un long silence avant que Zahir ne reprenne la parole, d'une voix plus sérieuse et inquiète. Ma cousine, si Priscilla Cavanaugh est vraiment derrière tout ça, comme nous le soupçonnons, elle a des personnes influentes au sein de ce conseil qui la soutiendront aveuglément quoi qu'il arrive. Elle a des relations politiques, une influence financière et un accès à des avocats très prestigieux. Il vous faudra bien plus que des preuves solides. Il vous faudra votre propre influence politique et une stratégie juridique impeccable. Carrie ne put fermer l'œil une seule heure durant cette nuit de torture. Chaque fois qu'il fermait ses yeux épuisés, des visions inquiétantes envahissaient son esprit. Des étrangers arrogants détruisant systématiquement les pâturages cultivés par son père, coulant du béton gris sur les terres fertiles où son grand-père cultivait du coton, construisant des maisons préfabriquées où du bétail de qualité supérieure avait pâturé paisiblement pendant des décennies. Mais plus il réfléchissait obsessionnellement à la situation, plus il en analysait chaque angle et chaque implication, plus il comprenait clairement une vérité fondamentale. Ces conspirateurs avaient commis une grave erreur stratégique en le sous-estimant. Avec arrogance, ils supposaient qu'ils se rendraient passivement et accepteraient la défaite, comme tant d'autres agriculteurs noirs avaient été contraints de le faire au cours de l'histoire. Mais Carrie Roark, petit-fils de Zéphir et fils d'Osiri, n'avait aucune intention de laisser cette injustice passer inaperçue ou impunie. Carrie se réveilla bien avant l'aube, non par habitude acquise au fil de décennies de vie rurale, mais parce que son esprit agité refusait obstinément de trouver le repos ou la paix. Les premières heures silencieuses étaient toujours celles où la terre semblait la plus vivante et la plus communicative, où les murmures anciens semblaient les plus audibles dans la douce brise qui bruissait dans les champs. Méthodiquement, elle prépara une autre généreuse tasse de café noir corsé, l'énergie nécessaire pour la journée de bataille à venir, et se dirigea vers la véranda, d'où l'on pouvait admirer une vue panoramique sur sa propriété. La brume matinale planait mystérieusement sur les herbes ondulantes, tels des fantômes bienveillants des générations passées, tout comme le brouillard qu'il avait observé avec fascination, enfant curieux, assis sur ce même porche avec son père, des matins similaires des décennies plus tôt. Cette continuité visuelle réveilla de profonds souvenirs et renforça sa détermination à se battre. Les terres de la famille Roark n'ont jamais été considérées comme de simples biens commerciaux, tels qu'ils étaient enregistrés dans des documents juridiques. Elles étaient profondément liées à l'identité même de la famille, tissées dans l'ADN des générations successives qui sont nées, ont grandi, ont aimé et sont mortes sur ces terres sacrées. Son grand-père paternel, Zéphir Roark, avait acquis les 500 premiers acres à un prix incalculable à la fin des années 1920. Une époque tumultueuse où les propriétaires fonciers noirs dans l'Est conservateur du Texas étaient aussi rares que les diamants. Et conserver cette propriété au fil des ans était un exploit encore plus extraordinaire et risqué. Zéphir avait héroïquement enduré l'hostilité de voisins blancs qui voulaient désespérément le voir partir du quartier, le racisme des banques qui refusaient systématiquement de lui prêter de l'argent pour les investissements nécessaires, et des années consécutives de sécheresse dévastatrice qui ont failli ruiner financièrement toute sa famille. Mais malgré toute cette pression énorme et les offres alléchantes des hommes d'affaires blancs, il n'a jamais vendu un seul centimètre carré de sa propriété, transmettant fièrement chaque acre à la génération suivante. Lorsque le père de Carrie, le visionnaire Osiri, prit avec audace les rênes de l'exploitation familiale dans les années 1960, le ranch avait connu une croissance impressionnante, atteignant 800 acres grâce à des achats stratégiques financés par son courage,
son travail acharné et des négociations extrêmement prudentes avec des vendeurs souvent réticents à traiter avec des agriculteurs noirs. Au cours de 2 décennies supplémentaires d'expansion ambitieuse, Osiris acquit 700 acres adjacents supplémentaires, créant ainsi la propriété actuelle de 1500 acres, symbole du rêve devenu réalité de 3 générations d'hommes déterminés. Carrie avait des souvenirs très vifs de ses voyages en tant que copilote dans la cabine du vieux pick-up Ford bleu tandis qu'Osiris effectuait ses inspections quotidiennes, indiquant patiemment différentes sections de terrain et racontant des histoires fascinantes sur des événements historiques. La tempête dévastatrice de 1972 qui a littéralement arraché le toit de la grange principale dans la vallée du ruisseau, dispersant des planches de bois sur des kilomètres. La terrible sécheresse de 1983 qui a duré 7 mois entiers, les obligeant à transporter de lourds seaux d'eau de rivière chaque jour pendant 6 semaines d'affilée pour maintenir leur bétail en vie. L'inondation de 1979 qui a transformé le ruisseau Placide en un torrent déchaîné qui a emporté des ponts et des clôtures. Osiris concluait toujours ses séances éducatives par la même leçon fondamentale, prononcée d'une voix grave et solennelle. « Mon fils, cette terre ne vaut absolument rien si tu ne t'y consacres pas avec un dévouement total, avec effort, un temps précieux, un cœur ouvert et une âme pleine. Ce n'est qu'alors qu'elle aura une signification durable pour notre famille. » 2 jours après cette conversation révélatrice avec Angela depuis le bureau du secrétaire, Carrie gara son pick-up cabossé devant le centre communautaire de Pine Bluff Estate, un petit bâtiment prétentieux en briques rouges qui servait également de siège aux réunions de l'association des copropriétaires. Le mardi soir, le conseil se réunissait régulièrement à huis clos pour prendre des décisions qui affectaient des centaines de familles. Et ce mardi-là était l'une de ces soirées cruciales. Il avait appelé le bureau à l'avance, demandant poliment s'il pouvait assister à la réunion en tant que citoyen intéressé, et avait reçu une réponse brève et dédaigneuse du secrétaire de l'association l'informant qu'il n'était pas un membre officiel et que par conséquent la réunion n'était pas ouverte au grand public, une politique pratique pour garder les discussions à l'abri des regards indiscrets. Cela lui convenait parfaitement. Il ne souhaitait pas rester silencieux pendant que les élus locaux débattaient de sa destruction. Il voulait observer de près qui entrait et sortait du bâtiment, analyser les visages et les expressions corporelles révélatrices, et identifier les alliés et les ennemis potentiels depuis l'intimité de sa camionnette. À 19h30 précise, elle vit Priscilla Cavanaugh sortir gracieusement de sa Lexus noire rutilante. C'était une femme grande et imposante, vêtue d'un blazer beige impeccablement coupé, d'un pantalon noir plus cher que le salaire mensuel de nombreux ouvriers locaux et de boucles d'oreilles en perles véritables qui attiraient les lampadaires. Elle possédait cet air inimitable de connaisseuse née, quelqu'un qui croyait sincèrement que chaque pièce, chaque situation, chaque groupe de personnes lui appartenait automatiquement dès son entrée remarquée. Priscilla s'entretint brièvement mais intensément avec un homme que Carrie reconnut immédiatement. Wesley Drummond, un agent immobilier blanc d'une 40aine d'années, perpétuellement nerveux, qui avait négocié plusieurs accords controversés pour le projet initial de Pine Bluff Estate des années auparavant. Wesley semblait visiblement agité et paranoïaque, regardant constamment autour de lui comme s'il craignait d'être observé, ce qui, ironiquement, était le cas avant de suivre Priscilla précipitamment à l'intérieur du bâtiment. L'esprit analytique de Carrie tournait obsessionnellement autour de la même question centrale qui l'avait tenu éveillé 2 nuits. Comment avait-il réussi cette fraude ? Le bureau du greffier du comté avait officiellement confirmé que la vente avait été dûment enregistrée dans les registres publics. Cela signifiait nécessairement que quelqu'un avait créé et soumis des documents suffisamment convaincants et apparemment légitimes pour tromper le système bureaucratique officiel. Wesley, fort de son expérience douteuse dans l'immobilier et de ses liens étroits avec Priscilla,
avait probablement joué un rôle crucial dans cette opération criminelle. Le lendemain matin, déterminé à obtenir des preuves concrètes, Carrie rappela Angela au bureau du greffier du comté, sa voix reflétant une urgence et une détermination renouvelée. Angela, c'est Carrie Roark. Existe-t-il un moyen légal de vérifier personnellement qui a signé les documents de vente? J'ai besoin de voir les signatures originales et d'identifier précisément qui a autorisé cette transaction frauduleuse. Bien sûr, Monsieur Roark. Mais vous devez venir à notre bureau en personne et demander officiellement des copies certifiées conformes de tous les documents. Je peux préparer le dossier complet pour vous si vous le souhaitez. Il comprendra toutes les pages portant les sceaux notariés et les signatures originales. Préparez tout, s'il vous plaît. Je serai là à midi. À midi pile, Carrie se tenait au comptoir du bureau du greffier du comté, un classeur en papier Kraft flambant neuf à la main, le cœur battant à l'idée de ce qu'elle allait découvrir. L'acte de vente, dûment rempli, comptait 7 pages dactylographiées, remplies d'un jargon juridique intimidant. Sur la première page, on pouvait lire, à l'encre noire indélébile, l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate, clairement indiquée comme vendeur légal, Pinacle Développement Corporation comme acheteur officiel, et la signature cruciale autorisant l'intégralité de la transaction. Priscilla M. Cavanaugh, présidente de l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate, d'une écriture soignée et assurée. Carrie sentit sa mâchoire se serrer involontairement, alors que l'audace pure du crime s'imposait. Méthodiquement, il tourna la deuxième page et trouva la « déclaration d'abandon de propriété », un document fabriqué affirmant faussement que le terrain était resté inutilisé, non entretenu et impayé pendant plus de 3 années consécutives, comme stipulé dans les statuts de l'association. C'était un mensonge éhonté, facilement vérifiable. Quiconque était passé devant sa propriété en voiture au cours des 3 derniers mois pouvait attester sans équivoque du contraire. Des champs bien entretenus, des clôtures impeccables, du bétail en pleine santé et des machines agricoles en parfait état de marche. Cette même nuit, Carrie a immédiatement appelé Donovan Pike, sa voix chargée d'une indignation contrôlée mais croissante. Donovan, j'ai déjà tous les documents officiels en main. Priscilla Cavanaugh a personnellement signé les documents frauduleux pour la vente de ma propriété. Il est donc temps de l'affronter directement, mec. Tu dois la dénoncer publiquement. Je la confronterai, certes, mais pas avant d'avoir des preuves bien plus solides qu'une simple copie du contrat. Si j'agis, je veux qu'elle soit complètement coincée, sans aucun endroit où fuir ni se cacher, sans excuse plausible et sans aucune issue de secours. Au cours des jours tendus qui suivirent, Carrie remarqua des changements subtils mais significatifs le long de la limite nord de sa propriété, confirmant ses pires craintes. Des drapeaux de reconnaissance orange apparurent stratégiquement plantés sur la pelouse, tels des soldats d'invasion marquant un territoire conquis. Le camion d'une entreprise de construction était garé avec arrogance près de la clôture de barbelés, et des hommes en casque de chantier parcouraient son terrain avec des presse-papiers et des instruments de mesure, comme s'il leur appartenait déjà. Un après-midi particulièrement irritant, Carrie s'est dirigée directement vers le groupe et a confronté le superviseur, un homme mince et blanc d'une vingtaine d'années portant un presse-papier officiel et portant un gilet réfléchissant. Travaillez-vous avec Pinacle Développement Corporation? Le jeune homme hésitait visiblement mal à l'aise face à cette confrontation directe. Oui, monsieur. Nous effectuons actuellement les relevés préliminaires et planifions les travaux de préparation du terrain. Nos supérieurs nous ont informé qu'il s'agit de l'extension officielle de la phase 2 de Pine Bluff Estate. Carrie croisa ses bras musclés,
et fixa le jeune homme d'un regard pénétrant qui ne laissait aucune place à l'évasion. Ce terrain n'appartient ni à Pinacle Développement ni à aucune autre entreprise. Il appartient à ma famille depuis près d'un siècle. Je vous suggère de vérifier vos registres et d'informer vos supérieurs que vous empiétez sur une propriété privée. Le superviseur déglutit, visiblement perturbé par ces informations contradictoires. Je vais signaler cela au siège immédiatement, monsieur. L'homme a griffonné quelques notes nerveuses et a fait signe à son équipe de se retirer. Mais Carrie savait de manière réaliste que le message filtrerait probablement à travers plusieurs couches de bureaucratie avant d'atteindre quelqu'un ayant une réelle autorité pour arrêter les opérations. La nouvelle se répandait à une vitesse fulgurante dans la communauté rurale du comté de Pine Bluff lorsqu'un événement majeur se produisait, surtout s'il s'agissait de conflits raciaux ou fonciers, des sujets qui suscitaient toujours d'intenses passions dans la région. Ce scandale ne faisait pas exception. La semaine suivante, au moins 5 personnes ont abordé Carrie dans des lieux publics pour lui demander si les rumeurs concernant la perte de la propriété familiale étaient fondées. À chacune de ces confrontations publiques, il a patiemment corrigé le malentendu fondamental, expliquant fermement « Je n'ai absolument rien perdu. Ma terre m'a été volée grâce à de faux documents. Mais j'ai l'intention de la récupérer intégralement et de demander des comptes à tous ceux impliqués dans cette conspiration. » L'une de ces conversations révélatrices a eu lieu avec Frances Doyle, une enseignante de lycée à la retraite, une femme blanche d'une 60aine d'années qui vivait à Pine Bluff Estate depuis sa construction et connaissait parfaitement la dynamique politique locale. Elle s'est discrètement approchée de Carrie au supermarché du coin, et a considérablement baissé la voix avant de parler. « Carrie, je ne sais pas si ces informations vous seront utiles, mais j'ai observé une activité très suspecte ces derniers temps. Priscilla tenait des réunions secrètes tous les soirs à sa résidence privée, en dehors des horaires officiels de l'association. Wesley Drummond était présent à au moins 3 de ces réunions dont j'ai été témoin, ainsi qu'un homme en costume de luxe conduisant une Mercedes noire, vraisemblablement un représentant de Pinacle Développement. D'après les conversations que j'ai entendues depuis mon jardin, il planifiait cette acquisition de terrain depuis au moins 6 mois. Le mot « acquisition » a retourné l'estomac de Carrie. C'était un euphémisme poli et sobre pour « vol organisé ». Francis a poursuivi avec des informations encore plus troublantes. Plus inquiétant encore, j'ai entendu Priscilla mentionner spécifiquement d'autres terrains problématiques dans la région qui pourraient bénéficier d'une réévaluation de leur statut. Je crains que sa situation ne soit que le début d'une opération bien plus vaste. De retour chez lui ce soir-là, Carrie examina attentivement la mallette en cuir usé que sa tante Gloria lui avait prêtée, contenant des décennies de documents familiaux. Si le syndicat des copropriétaires pouvait inventer des revendications juridiques de toutes pièces, il devait les contrer par des faits historiques irréfutables, une histoire réelle, documentée et vérifiable remontant aux racines les plus profondes de son héritage familial. Assis à la table de la cuisine, sous la lumière jaunissante d'une suspension vintage, il étudia attentivement les actes originaux, jaunis par le temps, les reçus de taxes foncières datant de plusieurs décennies et les anciennes cartes topographiques montrant l'évolution progressive des limites de sa propriété. C'est au cours de ces recherches minutieuses que son regard remarqua quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. Une petite note manuscrite de son père, discrètement agrafée à un plan de lotissement officiel, daté de 1990. La note, écrite de l'écriture soignée caractéristique d'Osiris, disait simplement « Droit minier de surface acquis pour les blocs 3, 4, 5, 6 et 7 lotissement Pine Bluff Estate enregistré le 15 mars 1990, paiement total de $23 000. » Carrie se laissa aller lentement dans son fauteuil,
comme si l'air de la cuisine avait soudainement changé de densité. Les blocs 3, 4, 5, 6 et 7 constituaient environ 60% de l'ensemble du domaine de Pine Bluff, comprenant au moins 80 maisons où des familles vivaient depuis des années, ignorant totalement que les droits fonciers sur leur fondation appartenaient légalement et irrévocablement à la famille Roark. L'association des propriétaires avait commis une erreur stratégique catastrophique. Ils pensaient avoir tout confisqué à Carrie Roark, mais en réalité, ils vivaient sur son terrain depuis des décennies en tant que locataires défaillants. Cependant, avant toute démarche publique, Carrie savait qu'il devait être absolument certain de la validité juridique de ses droits, ce qui impliquait de retrouver les documents notariés originaux prouvant irréfutablement la légitimité de la transaction de 1990. Le lendemain matin, une détermination renouvelée coulant dans ses veines comme de l'adrénaline pure, Carrie conduisit son pick-up pendant 1 heure sur des routes de campagne sinueuses jusqu'au bureau du greffier du comté de Lufkin, un imposant bâtiment historique en calcaire jaunâtre, avec de larges marches en pierre patinée et de lourdes portes à 2 battants en chêne qui semblaient abriter les secrets des générations passées. C'était exactement le genre d'endroit où l'histoire ne restait pas passive, mais s'accumulait en couches sédimentaires, attendant patiemment quelqu'un d'assez tenace et déterminé pour exhumer des vérités enfouies depuis des décennies. L'intérieur du bâtiment exhalait une odeur particulière de vieux papier, de poussière accumulée et de préservation institutionnelle. Une odeur qui ramena immédiatement Carrie à ses souvenirs d'enfance, lorsqu'il accompagnait son père lors de visites similaires pour enregistrer des achats de terrain et des transferts de propriété. Dans le hall principal, un employé de bureau chevronné du nom de Royce Flannery, un homme blanc robuste d'une 60aine d'années, aux cheveux gris soigneusement peignés et portant des lunettes de lecture accrochées à un cordon autour du cou, l'accueillit avec un sourire sincère et serviable malgré sa fatigue professionnelle évidente. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ? » « Bonjour. Je m'appelle Carrie Roark et je recherche un titre de propriété minière daté de mars 1990, expliqua-t-il méthodiquement en glissant la note manuscrite soigneusement pliée sur le comptoir en marbre usé. Bloc 3, 4, 5, 6 et 7 du lotissement Pine Bluff Estate. Il devrait être enregistré au nom de mon défunt père, Osiris Roark. Royce ajusta méticuleusement ses lunettes à double foyer et fronça les sourcils en examinant le papier manuscrit, s'appuyant sur des décennies d'expérience en documentation juridique. Ah, des documents de cette époque. Ils seront sans doute classés dans le coffre principal au sous-sol, monsieur Roark. Ces documents des années 1990 n'ont pas encore été numérisés dans le système informatique. Ils font partie de notre projet de modernisation à long terme qui n'a pas encore atteint cette période historique. Puis-je vous accompagner pour l'examiner en personne ? Ce document est indispensable pour une affaire juridique urgente à laquelle je suis confronté. Bien sûr. Suivez-moi, s'il vous plaît. Carrie suivit Royce par un étroit escalier en bois jusqu'aux archives du sous-sol, un fascinant labyrinthe d'étagères métalliques industrielles du sol au plafond, rempli de dossiers qui semblaient rester intacts depuis des décennies. L'air était chargé d'une odeur caractéristique de vieux papier, de poussière accumulée et d'histoire préservée. Royce navigua adroitement entre les rangées ordonnées, caressant de ses doigts expérimentés le dos de grands registres reliés en cuir, jusqu'à ce qu'il trouve et retire enfin un volume particulièrement impressionnant, daté de 1990 à 1992 droit minier ETDE surface. Voici le journal de bord correspondant à cette période précise, annonça Royce avec une satisfaction professionnelle, posant soigneusement le lourd ouvrage sur une table de référence en bois. Voyons ce que nous pouvons découvrir sur les blocs 3 à 7. Royce feuilleta méthodiquement les pages jaunies,
glissant délicatement ses doigts experts sur les notes manuscrites à l'encre noire indélébile. Après plusieurs minutes de recherche concentrée, ses yeux s'illuminèrent de découverte. Et voilà! 15 mars 1990. Transfert des droits miniers et de surface, lotissement de Pine Bluff Estate, bloc 3, 4, 5, 6 et 7A, Osiris TerroArc 2, Lone Star Development Corporation montant, 23 000 $, droit perpétuel sans date d'expiration. Le cœur de Carrie battait fort tandis qu'il assimilait les implications monumentales de cette découverte. Royce poursuivit la lecture des détails techniques. L'acte stipule clairement qu'Osiris TerroArc a acquis les droits miniers et de surface sur ces blocs spécifiques, ce qui lui confère un contrôle juridique complet sur tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous du niveau du sol. Ces droits sont perpétuels, ils n'expirent jamais et sont transférables à ses héritiers. Cela signifie qu'en tant qu'héritier légal direct d'Osiris TerroArc, vous détenez techniquement les droits de propriété de dizaines de maisons à Pine Bluff Estate. Tous les propriétaires de ces maisons sont, juridiquement et techniquement, vos locataires, qu'ils le sachent ou non. Carrie ressentit une vague d'émotions contradictoires, douce vengeance, justice divine et pouvoir absolu. Il ne s'agissait pas d'une simple influence légale. C'était un marteau de guerre capable de détruire totalement ses ennemis. Monsieur Flannery, j'ai besoin de copies certifiées conformes de toute cette documentation immédiatement. Bien sûr, Monsieur TerroArc. Je préparerai un dossier complet avec les sceaux notariés et les certifications officielles du comté. Cela prendra environ 1 heure. De retour au ranch 2 heures plus tard, Carrie étala soigneusement les documents fraîchement certifiés sur la table en bois de la cuisine, tel un général planifiant une campagne militaire décisive. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de nervosité, mais d'adrénaline pure et d'impatience face à la justice qu'il allait rendre. Il appela aussitôt son cousin Zahir. « Zahir, tu dois t'asseoir tout de suite. »« Je suis assis, cousin. Que as-tu découvert ? » ?»« J'ai en ma possession l'acte authentique original des blocs 3, 4, 5, 6 et 7 de Pine Bluff Estate. Les droits miniers et de surface perpétuelle restent pleinement en vigueur. » Il y eut un silence absolu sur la ligne pendant près de 10 secondes, suivi d'un sifflement bas et prolongé d'incrédulité totale. « Carrie, comprenez-vous vraiment ce que cela signifie ? Ils ont essayé de voler vos terres, mais nous avons découvert qu'ils vivaient illégalement sur les vôtres depuis des décennies. C'est le retournement de situation le plus incroyable que j'ai jamais vu dans ma carrière juridique. » Exactement. Et maintenant, il est temps de récupérer des décennies de loyers impayés. Cette même nuit, comme si l'univers orchestrait les événements, le téléphone de Carrie sonna de nouveau. Un numéro inconnu apparut à l'écran. Résidence TerroArc. Monsieur TerroArc ? Je m'appelle Elena Vargas et je suis journaliste d'investigation pour le Pine Bluff County Chronicle. Je travaille sur un article concernant un litige immobilier entre vous et l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate. Souhaitez-vous commenter cet article ? Carrie réfléchit attentivement à sa réponse. C'était peut-être l'occasion idéale de commencer à dénoncer publiquement le complot. Cela dépend de ce que vous avez entendu exactement, mademoiselle Vargas. J'ai entendu dire que votre terrain avait été vendu à un promoteur pour des cotisations de copropriété impayées, mais j'ai également entendu dire que vous n'aviez jamais adhéré à l'association et que vous remettiez en question la légalité de l'ensemble de la transaction. Jusqu'ici, vos informations sont exactes.
Et je possède des documents irréfutables prouvant qu'il n'avait aucun droit légal de toucher à ma propriété. Mais je peux vous en dire bien plus si vous souhaitez connaître toute la vérité. Elena Vargas a clairement décelé quelque chose de significatif dans le ton de Carrie. Monsieur Roark, je suis très intéressé par toute information complémentaire. Puis-je vous rencontrer en personne demain pour un entretien complet? Oui, c'est possible. Mais préparez-vous, car cette histoire est bien plus profonde et choquante que vous ne pouvez l'imaginer. Carrie a stratégiquement choisi de ne pas révéler son atout majeur dès la première connexion. Il souhaitait que la révélation soit effectuée au moment opportun et maximiser l'impact public. Le fait qu'un journal local ait déjà enquêté signifiait que l'histoire se propageait au-delà des simples rumeurs de quartier. Elle gagnait en légitimité journalistique. La salle de réunion de l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate n'avait jamais été aussi bondée en 15 ans d'histoire. La nouvelle du litige foncier de Carrie Roark s'était répandue comme une traînée de poudre dans la communauté, attirant non seulement les résidents officiels du projet, mais aussi des agriculteurs curieux des propriétés voisines, des journalistes locaux et même quelques avocats immobiliers qui pressentaient le potentiel d'un litige lucratif. Les membres du conseil d'administration, dont Priscilla Cavanaugh, en position centrale de présidente, et Wesley Drummond, agité et nerveux sur une chaise d'appoint, occupaient la table d'honneur avec une autorité qui commençait à paraître forcée et artificielle sous la pression croissante. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, de rumeurs chuchotées et de spéculations insensées sur d'éventuelles révélations. Priscilla, vêtue de son blazer bleu marine le plus conservateur et des boucles d'oreilles en perles qui étaient déjà devenues son image de pouvoir, essayait désespérément de maintenir une apparence de contrôle absolu malgré les signes évidents de stress. Des mains légèrement tremblantes, une voix parfois craquante et un sourire forcé qui ne pouvaient pas masquer l'anxiété croissante dans ses yeux. Carrie était stratégiquement placée au premier rang, sa serviette en cuir noir, contenant des documents accablants, reposant calmement sur ses genoux, le visage impassible, ne laissant rien paraître de la bombe nucléaire légale qu'il s'apprêtait à faire exploser. Il avait délibérément choisi de porter sa plus belle chemise blanche, une cravate bleue classique et un blazer noir, une tenue qui reflétait une respectabilité professionnelle et une autorité morale incontestable. « Bonsoir, chers membres de la communauté », commença Priscilla avec son sourire poli, la voix artificiellement doucereuse, mais teintée d'une condescendance à peine dissimulée. Je sais qu'il y a des inquiétudes concernant la propriété de Monsieur Roark. Je tiens à saisir cette occasion pour préciser clairement que l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate a agi en stricte conformité avec toutes les lois fédérales et étatiques applicables en acquérant une propriété légalement abandonnée qui constituait un obstacle au développement planifié de notre communauté. Un murmure de malaise parcourut l'assistance bondée. Plusieurs personnes échangèrent des regards entendus, et au moins 3 hochèrent la tête, manifestement dans le déni. Carrie se leva lentement. Sa présence imposante captura immédiatement l'attention de toute la salle. Le silence qui suivit fut si total qu'on entendit le ronronnement de la climatisation. Priscilla le regarda droit dans les yeux avec une expression mêlant surprise, irritation et appréhension grandissante. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Cavanaugh, » a déclaré Carrie, sa voix profondément sereine mais chargée d'autorité morale, résonnant clairement dans toute la salle. La seule chose qui a été abandonnée dans toute cette situation est la vérité fondamentale et la décence humaine fondamentale. D'un pas mesuré et déterminé, il se dirigea résolument vers l'avant de la salle et déposa sa serviette en cuir sur la table d'honneur d'un geste solennel. Il l'ouvrit méthodiquement et commença à en sortir des documents, les disposant soigneusement de manière à ce qu'ils soient aussi visibles que possible,
l'acte de propriété original de sa famille, jauni par le temps, la note manuscrite de son père, d'une écriture reconnaissable, et le document officiel notarié, certifié par le comté, confirmant les droits miniers et de surface perpétuelle sur les blocs 3, 4, 5, 6 et 7. Les yeux de Priscilla s'écarquillèrent. Son sang-froid professionnel commençait visiblement à s'effriter. Wesley Drummond pâlit dramatiquement, jusqu'à atteindre une couleur qui rivalisait avec celle du papier blanc, des gouttes de sueur perlant sur son front malgré la température agréable de la pièce. « Cette terre, déclara Carrie, la voix de plus en plus forte et convaincue, pointant du doigt les documents éparpillés. La terre sous laquelle se trouvent nombre de vos maisons n'a jamais été abandonnée un seul jour. Elle appartient à ma famille depuis près d'un siècle, à travers 3 générations d'hommes qui ont sué, saigné et failli mourir pour l'entretenir. Et comme le prouvent sans l'ombre d'un doute ces documents officiels et irréfutables, les droits miniers et de surface des blocs 3, 4, 5, 6 et 7, où sont construites environ 80 de vos maisons, demeurent entièrement, légalement et à perpétuité ma propriété. Pause dramatique pendant laquelle les implications dévastatrices s'enfonçaient dans la conscience collective du public. Cela signifie, juridiquement et techniquement, que vous tous ceux qui vivent dans ces immeubles êtes mes locataires. Et vous êtes mes locataires délinquants depuis des années, voire des décennies pour certains. Un choc absolu résonna dans la salle comme une bombe. Les membres de l'association se mirent à crier simultanément. Certains se levèrent brusquement et pointèrent Priscilla du doigt avec une fureur indignée, tandis que d'autres se fusillaient du regard, visiblement paniqués, discutant des implications financières et juridiques d'une voix de plus en plus forte et désespérée. Une femme au 3e rang a crié par-dessus le brouhaha. « Priscilla, comment est-ce possible ? Vous nous avez assuré que tout était parfaitement légal. » Un homme d'âge moyen près du mur du fond s'écria avec une colère grandissante. « Ma famille a investi toutes ses économies dans cette maison. Si les droits de propriété appartiennent à quelqu'un d'autre, qu'en est-il de notre propriété ?» Priscilla essaya désespérément de reprendre le contrôle de la situation qui se détériorait rapidement, se tenant derrière son bureau et gesticulant frénétiquement pour le silence, mais sa voix tremblante trahissait sa panique intérieure croissante. « C'est complètement ridicule. Un canular élaboré. Ces documents sont manifestement des faux grossiers créés pour extorquer de l'argent à notre respectable communauté. » Carrie sourit avec une expression mêlant une satisfaction froide à un triomphe moral absolu. Il prit un document et le brandit à la vue de tous. Ces documents ont été officiellement notariés et certifiés par le bureau du greffier du comté de Pine Bluff, les mêmes autorités qui ont certifié votre signature sur l'acte de vente frauduleux de mes terres ancestrales. Il a sorti un autre document et l'a affiché bien en vue. Il s'agit de l'acte de vente que vous avez personnellement signé, Madame Cavanaugh, en prétendant faussement que l'association des propriétaires de Pine Bluff Estate avait le droit légal de vendre des biens qu'elle n'a jamais possédés, jamais contrôlés et sur lesquels elle n'avait jamais eu l'autorisation légale de toucher. Il se tourna pour faire face directement au public, sa présence commandant toute la salle. Et maintenant, la vérité est devant vous tous, exposée au grand jour pour le jugement public. Ils ont tenté de me voler, de m'humilier, d'effacer l'héritage de 3 générations de ma famille. Mais ils ont oublié un point fondamental. La vérité éclate toujours, et lorsqu'elle éclate, elle apporte avec elle la justice absolue. Elena Vargas, assise discrètement au fond de la salle avec un équipement d'enregistrement professionnel, a commencé à documenter intensivement la confrontation historique, en capturant des photographies de documents et en enregistrant des déclarations qui deviendraient des preuves cruciales dans les procédures judiciaires ultérieures. Francis Doyle,
le professeur à la retraite qui avait fourni les premières informations sur les réunions secrètes, s'est courageusement levé et a pointé du doigt Priscilla d'un air accusateur. « Je les ai vus tenir des réunions secrètes. Je les ai entendus planifier cet accaparement illégal de terre. Leur cupidité et leur arrogance nous ont tous trompés et manipulés. » Le scandale a éclaté en temps réel, diffusé instantanément sur les réseaux sociaux, tandis que les habitants sous le choc partageaient des vidéos et des nouvelles avec leurs proches. La réputation de Priscilla Cavanaugh s'est effondrée publiquement, et son réseau de pouvoir politique local a commencé à s'effondrer sous le poids des preuves irréfutables et de l'indignation légitime de la communauté. Le scandale de la copropriété de Pine Bluff Estate a éclaté dans les médias locaux tel un volcan en éruption, ébranlant le tissu politique et social du comté. Le Pine Bluff County Chronicle a publié l'histoire de Carrie en première page avec un titre accrocheur. Un rangé noir dénonce une conspiration dévoldétaire à grande échelle. Des documents révèlent des décennies de fraude de la copropriété. L'histoire d'Elena Vargas, accompagnée de photographies dramatiques tirées de documents historiques et d'images de la confrontation lors de la réunion, est devenue instantanément virale sur les plateformes de médias sociaux, étant partagée des milliers de fois et générant une couverture nationale des chaînes de télévision intéressées par l'histoire de David contre Goliath avec de profondes implications raciales. La communauté locale était divisée et indignée. Les habitants des blocs 3, 4, 5, 6 et 7, d'abord choqués et terrifiés de découvrir que leur maison était construite sur des terrains appartenant à Carrie, ont rapidement reporté leur colère sur les véritables coupables, Priscilla Cavanaugh et Wesley Drummond, qui les avaient complètement trompés. Margaret Foster, résidente du bloc 5 depuis 8 ans, a partagé ce sentiment lors d'une interview télévisée. « Nous avons investi toutes nos économies dans cette maison, croyant acheter un bien immobilier légitime. Découvrir que nous avons été trompés par notre propre syndicat de copropriétaires est une véritable trahison. Priscilla Cavanaugh a détruit notre confiance et mis nos familles en grand danger financier. La pression publique est devenue écrasante et incessante. Des manifestations spontanées se sont formées devant la luxueuse demeure de Priscilla, avec des pancartes exigeant sa démission immédiate et sa mise en examen. Des groupes de résidents en colère se sont rassemblés quotidiennement au centre communautaire, exigeant des explications qui n'ont jamais été données et des solutions qui semblaient impossibles. Dans les 72 heures suivant la révélation publique, Priscilla et Wesley ont tous deux fait l'objet de multiples enquêtes criminelles. Le bureau du procureur du comté a ouvert une enquête officielle pour fraude immobilière, falsification de documents et complot. La commission immobilière du Texas a engagé une procédure visant à révoquer définitivement la licence immobilière de Wesley. Et, plus grave encore, le FBI a lancé une enquête fédérale pour de possibles violations des droits civiques et fraude postale interétatique. L'Association des propriétaires de Pine Bluff Estate, confrontée à une situation juridique catastrophique et à une pression politique insurmontable, a été contrainte de prendre des mesures drastiques. Lors d'une réunion extraordinaire d'urgence tenue 5 jours seulement après cet affrontement historique, le conseil d'administration restant a voté à l'unanimité. Accepter la démission forcée de Priscilla Cavanaugh en tant que présidente. Annuler complètement et publiquement la vente frauduleuse des terres Carrie. Présenter des excuses publiques officielles à Carrie et à toute la communauté. S'engager à coopérer pleinement à toutes les enquêtes criminelles. Mais Carrie ne se contentait pas de victoires symboliques. En étroite collaboration avec Zahir et une équipe élargie d'avocats spécialisés en droit civil et en droit immobilier, il a élaboré une stratégie juridique globale visant non seulement à protéger ses propres droits,
mais aussi à créer un précédent durable contre de futurs accaparements de terres. La première action en justice a été dévastatrice. Un procès fédéral pour violation des droits civiques contre Priscilla, Wesley et l'association des propriétaires elles-mêmes, réclamant 2,3 millions de dollars de dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, perte d'usage de la propriété et dommages et intérêts punitifs destinés à décourager un comportement similaire à l'avenir. La deuxième action a été encore plus frappante. Carrie a formellement exercé ses droits légaux en tant que propriétaire des droits de surface sur les blocs 3 à 7, offrant aux résidents concernés deux options. Option A. Acheter les droits de surface sous vos maisons à un prix équitable déterminé par une évaluation indépendante. Option B. Payer un loyer rétroactif pour la période d'occupation non autorisée, plus le futur loyer mensuel du marché. L'offre comprenait des conditions généreuses, un financement sans intérêt jusqu'à 10 ans pour les achats et une exonération rétroactive complète du loyer pour les familles pouvant démontrer de réelles difficultés financières. Carrie a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas nuire aux familles innocentes, également victimes de la fraude, mais qu'il était déterminé à créer un précédent juridique solide. Un an après la confrontation apocalyptique, des transformations spectaculaires ont eu lieu dans toute la région. Un bureau moderne et élégant a ouvert ses portes dans le centre-ville du comté de Pine Bluff, où se trouve la Roark Land Justice Foundation, une organisation à but non lucratif fondée par Carrie et dont les revenus proviennent essentiellement de règlements judiciaires et de revenus de location et de vente de terrain. La fondation, sous la direction exécutive d'Elena Vargas, qui a quitté le journalisme pour se consacrer à l'activisme à plein temps, et sous la direction juridique de Zahir Bingham, a fourni une assistance juridique gratuite, une éducation aux droits de propriété et un soutien financier direct aux familles noires, latines et autres minorités qui luttent pour protéger leurs terres de l'appropriation des entreprises et de la prise de contrôle par le gouvernement. En seulement 12 mois, la Roark Land Justice Foundation a déjà aidé 127 familles dans 6 États différents, a rapporté Elena lors de la cérémonie d'anniversaire de la fondation. L'histoire de Carrie a été le catalyseur d'un mouvement national pour la protection des droits de propriété des communautés historiquement marginalisées. Priscilla Cavanaugh et Wesley Drummond ont subi des conséquences dévastatrices qui ont servi d'avertissement aux autres conspirateurs potentiels. Priscilla a été reconnue coupable de fraude au premier degré et de falsification de documents officiels, condamnée à 4 ans de prison et à une amende de 250 000 $. Sa réputation sociale a été complètement détruite, ses avoirs gelés pour indemniser les victimes et son influence politique régionale anéantie à jamais. Wesley a perdu définitivement sa licence d'agent immobilier, s'est vu interdire définitivement tout poste lié aux transactions immobilières et a été menacé de faillite personnelle en raison des frais juridiques et des jugements civils. Son agence immobilière a fermé définitivement, et il a été contraint de quitter la région en raison de l'ostracisme social. La transformation de Pine Bluff Estate fut remarquable et inspirante. La communauté, initialement divisée par la méfiance raciale et les conflits de classe, s'est progressivement rassemblée autour de valeurs communes de transparence, de responsabilité et de justice sociale. Les résidents des blocs 3 à 7, initialement craintifs et rancuniers, ont commencé à collaborer avec Carrie pour trouver des solutions qui protégeraient leurs investissements et établiraient des précédents équitables. Environ 70% des résidents concernés ont choisi d'acquérir la superficie de leur logement grâce au généreux plan de paiement proposé par Carrie. Les 30% restants, principalement des seniors à revenus fixes, ont accepté avec gratitude des loyers bien inférieurs au prix du marché. Plus important encore, nombre de ces résidents sont devenus des soutiens actifs de la Fondation Heurte Justice, contribuant bénévolement et faisant des dons pour aider d'autres familles confrontées à des situations similaires.
Francis Doyle, dont les premières informations ont été cruciales pour démasquer le complot, est devenu un membre influent du conseil d'administration de la Fondation et a organisé des ateliers mensuels de sensibilisation aux droits de propriété. Voir comment le courage de Carrie a inspiré toute notre communauté à lutter contre l'injustice me donne de l'espoir pour l'avenir, a-t-il déclaré lors d'un entretien en face à face. 5 ans s'étaient écoulés depuis la confrontation historique qui avait changé à jamais le paysage politique et social du comté de Pine Bluff. Ce qui avait commencé comme une tentative ignoble de spoliation des terres d'un agriculteur noir s'était transformé en un mouvement national d'autonomisation et de justice sociale qui a trouvé un écho dans les communautés de tout le pays. Javarie Washington, alors âgé de 19 ans, que Carrie encadrait depuis son adolescence, se tenait sur le porche du Roark Ranch et observait un groupe diversifié d'enfants, certains noirs, d'autres latinos, d'autres blancs, d'autres encore amérindiens découvrir l'agriculture durable et l'histoire familiale grâce au programme éducatif de la Fondation. Le ranch était devenu un lieu de pèlerinage pour les personnes intéressées par les droits fonciers, la justice sociale et l'autonomisation des communautés. Grâce à mes recherches, j'ai découvert que des milliers de familles comme la vôtre ont perdu leurs terres tout au long de l'histoire américaine à cause de lois discriminatoires et d'appropriation sélective, a déclaré Javarie, les yeux pétillants d'une curiosité intellectuelle et d'une détermination morale qui rappelaient à Carrie lui-même au même âge. Mais j'ai aussi découvert que de nombreuses familles se sont battues et ont gagné contre toute attente. Votre histoire m'a redonné l'espoir que la justice est possible lorsque les gens refusent d'accepter passivement l'injustice. Carrie, désormais reconnue au niveau national comme une figure emblématique de la défense des droits fonciers, posa la main sur l'épaule du jeune homme avec une fierté paternelle. L'histoire est un outil puissant, Javarie. Elle nous apprend d'où nous venons et où nous pouvons aller si nous maintenons notre engagement pour la vérité et la justice. Continue d'apprendre, continue de te battre et n'oublie jamais que tu représentes l'avenir de ce pays et de ce mouvement. Ils marchaient ensemble à travers les champs où le bétail paissait paisiblement, tandis que le soleil texan se couchait à l'horizon, teintant le ciel de nuances éclatantes d'or et de pourpre. Ce territoire, théâtre d'une bataille acharnée, était devenu un symbole de renouveau, d'espoir et la preuve que le courage individuel peut être un moteur de transformation sociale. Carrie a participé à des dizaines de conférences internationales, partageant son histoire avec des publics au Brésil, en Afrique du Sud, en Australie et au Canada, des pays où les peuples autochtones et les communautés marginalisées ont dû faire face à des luttes similaires pour protéger leurs terres ancestrales de l'appropriation par les entreprises. Sa voix, autrefois un murmure d'indignation dans les zones rurales du Texas, résonne désormais dans le monde entier, inspirant des lois protégeant les droits fonciers traditionnels, établissant des précédents juridiques pour l'autonomisation des communautés. Mon histoire a commencé par une injustice locale, a expliqué Carrie à un public international lors d'un discours à la Conférence des Nations Unies sur les droits fonciers des peuples autochtones, mais elle est devenue le symbole d'une lutte universelle. La terre est synonyme de vie, de patrimoine et de dignité. Lorsque la terre est menacée, l'humanité elle-même est menacée. Nous devons nous unir au-delà des frontières et lutter pour un monde où les droits fonciers sont sacrés pour tous. Ovation debout. Carrie, avec sa dignité inébranlable et son autorité morale, est devenue une icône internationale de la justice sociale, démontrant que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la vérité, la résilience et la capacité à inspirer un changement durable. Les années passèrent. Javarie, désormais diplômé en génie agricole, retourna définitivement au ranch en tant que directeur du développement durable pour la Roark Justice Foundation. Il mit en œuvre des pratiques agricoles innovantes,
promouva la préservation de l'environnement et sensibilisa d'autres jeunes à l'importance de la gestion responsable des terres. Il épousa une jeune avocate qui travaillait également pour la fondation, et ensemble, ils poursuivirent la mission d'autonomisation et de justice de Carrie. La fondation a connu une croissance exponentielle, avec des bureaux dans 12 États et une équipe de plus de 200 professionnels dévoués. Elle fournissait une assistance juridique à des centaines de familles chaque année, gérait des programmes de bourse pour les étudiants issus de minorités en agriculture et en droit, et tenait à jour une base de données exhaustive des registres fonciers afin d'aider les familles à faire des recherches sur leurs revendications historiques. Carrie, aujourd'hui âgée d'une soixantaine d'années mais toujours dynamique et pleinement engagée dans sa cause, a continué à voyager beaucoup, à s'exprimer devant des publics, à soutenir d'autres familles confrontées à des difficultés similaires et à travailler avec les législateurs pour renforcer les protections juridiques de la propriété foncière coutumière. Leurs terres, presque perdues par la cupidité et les préjugés, prospéraient désormais comme jamais auparavant. Les pâturages étaient verts et sains, le bétail paissait paisiblement et les arbres plantés par des générations de Roark offraient ombre et abri à la nouvelle génération d'enfants qui découvraient leur patrimoine et la responsabilité de protéger ce que leurs ancêtres avaient bâti. Un après-midi, Carrie se tenait seule sur sa véranda, contemplant le coucher de soleil sur ses 240 hectares. La paix régnait. Il prit une poignée de terre, ressentant un lien profond avec la terre que sa famille cultivait depuis près d'un siècle. Il sourit, sachant que son combat n'avait pas été vain. La terre était en sécurité, sa famille protégée et son héritage garanti pour les générations futures. Il reçut l'appel d'un jeune avocat d'un autre État, lui demandant de l'aide pour une famille latino-américaine qui avait perdu sa ferme aux mains d'un promoteur immobilier, employant des tactiques étrangement similaires à celles employées par Priscilla Cavanaugh des années plus tôt. Carrie l'écouta attentivement, prit des notes détaillées et promit une aide immédiate. Le combat continua, mais il n'était plus seul. Il avait un réseau, une communauté et un mouvement. L'histoire de Carrie Roark est devenue une légende, racontée sans cesse depuis des générations. Elle a inspiré des livres, des documentaires, de la musique et des œuvres d'art. Il est devenu un symbole de résistance à l'oppression, de dignité face à l'adversité et d'espoir dans les moments difficiles. Il a prouvé qu'une personne ordinaire, avec courage et détermination, peut changer le monde. Le ranch Roark a été classé monument historique officiel, protégé par la loi et préservé pour les générations futures. Des visiteurs du monde entier sont venus découvrir le lieu où la justice a triomphé de l'injustice, où la vérité a prévalu sur le mensonge et où un homme noir a prouvé que la dignité est inébranlable. Carrie, désormais patriarche âgé et respecté dans sa communauté et au-delà, continuait de vivre sur les terres cultivées par ses ancêtres. Il regardait ses petits-enfants jouer dans les mêmes champs où il jouait enfant, leur racontant des histoires sur son arrière-grand-père Zéphyr, son grand-père Osiris, et les luttes et les victoires qui ont forgé leur héritage. La graine du changement semée par Carrie a continué de croître, se propageant à travers le pays et inspirant d'autres communautés à lutter pour leurs droits. Elle est devenue un mouvement mondial pour la justice foncière, protégeant les terres ancestrales et les communautés traditionnelles du monde entier. Ainsi, l'histoire de Carrie Roark est devenue éternelle. Elle a transcendé le temps et l'espace, inspirant les générations futures à ne jamais abandonner, à toujours se battre pour ce qui est juste et à toujours croire que la vérité, aussi difficile soit-elle, finit toujours par triompher. L'héritage de Carrie Roark ne se limitait pas à la terre ou à l'argent. Il était synonyme de dignité, de courage et d'une conviction inébranlable que tous les êtres humains méritent respect et justice. Il incarnait la force de la communauté,
le pouvoir de la vérité et l'importance de ne jamais abandonner le combat pour ce qui est juste. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé d'être détruit, d'une famille qui a refusé d'être réduite au silence et d'une terre qui a refusé d'être volée. C'est l'histoire de comment la justice, même lorsqu'elle semble impossible, trouve toujours un chemin vers la lumière. La graine du changement semée par Carrie a continué de croître, favorisant un avenir plus juste et plus équitable pour tous. L'héritage de Carrie Roark, gravé dans le territoire qu'il a défendu, résonne à travers les générations. Un rappel éternel que la véritable force réside dans l'intégrité et la quête inlassable de la justice. Leur histoire devient un hymne, chanté par ceux qui refusent de céder à l'oppression, et un guide vers un avenir où la dignité humaine et la justice l'emporteront sur la cupidité et les préjugés. C'est le triomphe de la résistance, la mélodie de la liberté et la promesse qu'avec courage, la vérité trouvera toujours son chemin vers la lumière. Des décennies ont passé. Aujourd'hui, des étudiants d'universités du monde entier étudient l'affaire Roark, dans le cadre de cours sur les droits civiques, l'histoire afro-américaine et la justice sociale. Des documentaires internationaux ont été produits sur son combat. Un film hollywoodien basé sur son histoire a rapporté plus de 200 millions de dollars dans le monde entier, dont l'intégralité des recettes a été reversée au développement de la Fondation Roark pour la justice pour la terre. La propriété d'origine de 1500 acres reste entre les mains de la famille mais sert désormais à plusieurs fins. Une ferme de travail durable, un centre éducatif pour les pratiques agricoles régénératrices, des archives historiques de l'expérience noire dans le Texas rural et une destination de pèlerinage pour les militants des droits civiques du monde entier. Carrie, aujourd'hui âgé de 70 ans, parcourt encore sa terre chaque jour à l'aube, comme son père et son grand-père le faisaient avant lui. Il porte un petit sac de terre, la même terre qu'il a failli perdre qu'il touche à chaque discours public, lui rappelant les racines profondes qui nourrissent sa force et sa détermination. Son dernier entretien international, diffusé simultanément dans 47 pays, s'est conclu par ces paroles prophétiques. J'ai appris que la terre n'est pas seulement une question de propriété. C'est une question d'appartenance, d'histoire, d'avenir. Se battre pour la terre, c'est se battre pour l'âme de qui vous êtes et de ce que deviendront vos enfants. Et ce combat, mes frères et sœurs, ne s'arrête jamais. Il passe simplement entre des mains plus jeunes et des cœurs plus courageux. Le mouvement né d'une enveloppe frauduleuse livrée un matin de septembre s'est transformé en une révolution silencieuse qui a redéfini la manière dont les sociétés du monde entier protègent les droits de propriété des communautés marginalisées. Des lois ont été modifiées. Des précédents ont été créés. Des vies ont été sauvées. Et tout a commencé avec un homme noir qui a refusé d'accepter un « non » comme réponse.